Et là, il y a un jeune homme, il doit avoir 28, 29, 30 ans, peu importe. Moi, j'ai mes écouteurs et il marmonne quelque chose. Il marmonne quelque chose que je semble avoir parfaitement compris, mais en fait, je suis tellement choqué et surpris que je dois enlever mes écouteurs et lui demander de répéter ce qu'il a dit. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Tu as très bien entendu, sale nègre ». Et là, je suis un peu désarçonné. Est-ce que je lui casse la gueule ou est-ce que je canalise? Alors, comme vous êtes étranger en France, eh ben, vous réfléchissez avant de casser la gueule de quelqu'un parce que si vous finissez en justice, vous le payez très 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 cher. Les Trois Verts, le podcast. Moi, je suis arrivé en 1998, j'avais 6 ans. Donc finalement, je n'ai connu que la France en tant qu'adulte. Et étonnamment, c'est en devenant adulte que j'ai compris que j'étais aussi camerounais. Et ça a été un choc d'une certaine manière parce que je ne me suis jamais senti différent de mes camarades de classe, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. Et la première fois que j'ai senti cette différence, c'est quand il a fallu s'inscrire au permis de conduire. Alors les autres, très simplement, ils vont s'inscrire au permis de conduire parce que papa et maman leur disent qu'à 16 ans, c'est bien d'anticiper. Mais quand vous êtes étranger à ce moment-là, eh ben, la démarche, elle est un petit peu plus complexe parce que vous êtes sur la pièce d'identité de vos parents et donc vous ne pouvez pas vous inscrire à 16 ans. Et donc le premier décalage s'est créé là. Jusque-là, je suis honnête, hein, je savais pas ce que c'était que d'être étranger dans ma tête. Et c'est à partir de là que le fossé s'est créé entre moi et des amis. À partir de ce moment-là, la différence se crée et vous voyez tous les jours les petits signes qui différencient un Français d'un étranger. Pour la double culture, à moi, elle est incontestable. J'ai vécu ici depuis mes 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Ça fait 25 ans. Donc, fondamentalement, je ne connais que la France sur le plan culturel. Et ce qui est bizarre, c'est que je dois souvent le prouver. Je dois le prouver à qui? Je dois le prouver à tout le monde, en toutes circonstances. Je vais prendre des exemples un peu simples. Quand il y a un match entre la France et le Cameroun, un match de foot, de basket, peu importe, on va toujours me demander, mais t'es pour qui? Je suis pour les deux, mais il y a toujours cette dualité, en fait. Ça se manifeste principalement comme ça, le conflit permanent entre la culture d'origine et la culture d'adoption, même si la culture d'adoption est majoritaire. Moi, j'ai de la chance, mes 2 parents sont camerounais, donc à travers eux, j'ai pu la comprendre et j'ai pu retourner plusieurs fois au Cameroun, ce qui me permet de m'imprégner régulièrement de celle-ci. Mais c'est pas parce que vous y allez régulièrement que finalement vous la maîtrisez aussi bien que celle qui est votre culture d'adoption, que vous vivez tous les jours. Et pourtant, je dois quand même me justifier au quotidien. Me justifier, c'est un peu fort. Mais il y a toujours ce doute. Est-ce que je doute de mon côté français? Absolument pas. Mais dans des contextes sociaux particuliers, je suis amené à ce que ce soit contesté, subtilement, toujours, avec humour. Moi, aujourd'hui, je suis en couple avec une Française blanche. Et la première fois que j'ai rencontré sa grand-mère, il faut être honnête, hein, c'était un peu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour elle. Elle a cru à tous les clichés possibles qu'on a pu lui vendre pour grossir un petit peu le trait. Elle m'a pensé musulman, en boubou, qui ne mange pas de porc. Et alors, ça faisait rire tout le monde. Hein. Ça faisait rire ma compagne, ça faisait rire ses cousins, cousines. Moi, j'ai trouvé ça finalement triste et grave. Parce que en France, on traite ce sujet toujours par le prisme de l'humour en pensant que ça va l'exorciser. Non, en fait, ça ne fait que l'anesthésier, le mettre sous le tapis, mais ça ne l'exorcise jamais.
la question du couple mixte, tout dépend en fait de ce que vous en faites vous dès le départ. Est-ce que quand vous vous mettez avec quelqu'un, et je mets des guillemets parce que je suis pas un grand fan de cette conception, mais quand vous vous mettez avec quelqu'un qui est d'une autre ethnie, culture, en fait, tout dépend du poids que vous souhaitez mettre à cette différence. Encore une fois, moi j'ai grandi en France, donc ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que j'ai toujours cherché la personne avec laquelle je m'entendrais le mieux, pas celle qui répondait à un critère socio, ethnique, culturel. Concrètement, derrière, le rapport dans le couple, il est, moi j'ai de la chance, il est très ouvert. C'est-à-dire que ma compagne, elle est à l'écoute de ce qu'elle ne comprend pas. Et récemment, elle me confiait, je n'ai jamais ni vu ni compris le racisme avant d'être avec toi. On grandit dans un milieu un peu bourgeois où il y avait très peu de minorités, donc je ne savais pas, je n'y avais jamais été exposé avant d'être avec toi. Ensuite, les regards extérieurs. On parle de la famille, on parle d'inconnus. Si on parle de la famille, je reconnais que ça peut être compliqué. Alors, parlons de ma famille. Parlons de ma famille d'abord. La partie Cameroun. Il y a fondamentalement 0 sujet. Quelques petites blagues par-ci par-là qui peuvent, si on inverse les rôles, parfois peut-être déstabiliser ma compagne. Parce qu'elle ne sait pas comment situer. Et à ce moment-là, à moi aussi de le justifier sur le prisme « non mais tu comprends, c'est pour rire ». Mais il y a toujours ce rapport, eh bien finalement, il est d'une minorité, et donc il est presque plus légitime à être dans cet humour. Maintenant, quand on prend ma belle famille, alors, moi ça a été, je le reconnais aujourd'hui, très compliqué. J'étais un garçon un peu susceptible, sans trop l'être, et donc les blagues, pour moi, elles me faisaient pas nécessairement rire, mais parce que j'étais assez conscient des règles sociales, eh bien, j'en riais. J'acceptais cette blague parce que j'estimais, peut-être que ça désamorce, peut-être que j'en savais rien, et en réalité, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Je racontais l'anecdote de la grand-mère de ma compagne qui m'a vu comme le cliché absolu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Moi, ça a été déstabilisant, mais ça a fait rire tout le monde. Si on prend du côté de la mère, de prime abord, il n'y a pas eu de souci. Ils sont éduqués, ils savent, par cette éducation, camoufler certains biais. Ils sont éduqués, donc ça veut dire qu'intellectuellement, ils savent que certaines choses ne se disent pas, ou se disent moins, ou se disent d'une autre manière. Mais parce qu'ils sont éduqués, leur racisme, si on peut l'exprimer ainsi, va être très différent. Prenons du côté du père de ma compagne, lui, c'est pas moi qui le dis, c'est ma compagne qui l'a toujours un peu estampillé comme tel, il est beaucoup moins ouvert d'esprit. Donc, même si intellectuellement, il va être du même niveau que du côté de sa mère, lui, il va être beaucoup plus explicite, beaucoup plus direct. Alors, à mon encontre, il ne l'a jamais été. Mais parce que, fondamentalement, depuis 7 ans, on n'a jamais eu de relation. Jamais eu de conversation d'homme à homme sur quelque sujet que ce soit. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un type qui n'accepte pas que sa fille soit avec quelqu'un, ou est-ce que c'est du racisme? Un peu des deux, très certainement. La grand-mère, c'est de l'ignorance. Le père, c'est du narcissisme. Et du côté de la mère, c'est un peu plus sournois et donc beaucoup plus violent. Parce que forcément moins assumé. Quand il y a une élection et que vous êtes très clairement contre certains candidats ou chaînes, et que ces personnes vont manifester de la sympathie pour un Pascal Praud, CNews, Valérie Pécresse, je dis ça parce que c'est pas contre elle que je cite ça, mais lors des dernières élections, elle a eu un positionnement qui était en fait qui poursuivait l'extrême droite quand elle parlait des Français de papier. Et moi, quand j'entends ces personnes valider une Valérie Pécresse
valider des chaînes comme CNews, valider l'idée que, oui, mais Zemmour, au fond, il dit rien de bien méchant. C'est tout aussi grave que d'entendre Sale Nègre. C'est trop facile de parler d'attaque personnelle. C'est simpliste, à mon sens. Je dis que c'est tout aussi grave que de traiter quelqu'un de sale nègre. Et que c'est un racisme fondamentalement similaire. Et que ces personnes qui se cachent derrière ça ne sont pas des alliés pour une société qui tend vers l'antiracisme. Et ne le seront jamais. Un trouble identitaire, pour moi, c'est lorsqu'on est pris en tenaille entre plusieurs injonctions et que dans la manière dont on se représente soi-même, il n'y a pas d'harmonie, il y a plein de dissonances et ça nous met dans un état dans lequel on est anxieux, on a du mal à prendre des décisions et finalement, ça nous empêche d'avoir un sentiment de bien-être. En tant que personne, en tant que une personne qui est née en France avec des origines africaines, qui a vécu au Mali, qui a vécu en France, qui a vécu aux États-Unis, au Japon, j'ai été souvent dans des positions où soit j'étais parmi la majorité, soit j'étais une minorité, mais la manière d'être une minorité n'était pas pareille du tout dans ces différents pays. En France, c'est une minorité issue de la colonisation, pour dire les choses, une minorité sur laquelle on n'a pas de chiffres. Aux États-Unis, une minorité, certes, africain, noir, mais en même temps pas issue de l'esclavage. Au Japon, une minorité qui, a priori, n'a pas du tout de lien historique avec le pays. Et moi, je dirais que j'ai toujours été entre plein d'identités différentes. En plus, dans un pays comme le Mali, où j'ai grandi, le fait d'avoir été à l'école, le fait d'avoir des parents qui ont été à l'école, donc bien sûr, ça m'a donné une identité qui est à part. Et donc, forcément, je trouve qu'on est toujours chacun dans une posture où on est remis en question dans le fait qu'on fait partie de la majorité. C'est quelque chose qui vaut pour le genre aussi. On peut très bien être une femme blanche chrétienne en France et pourtant avoir le sentiment d'être cadet social. Et donc, dans ma position à moi, même si je me suis senti en tenaille entre plusieurs identités, j'ai l'impression que finalement, c'était OK. Parce que justement, j'ai pu naviguer entre tellement d'espaces différents que je pouvais me dire, si ça va pas en France, il y a d'autres endroits dans le monde qui existent où je sais que je peux me sentir mieux. Il n'y a pas de sentiment de fatalité, mais lorsque on est dans un pays, qu'on grandit dans ce pays-là en tant que minorité, qu'on est conditionné à se sentir moindre, qu'en plus il y a la question de la colonisation, il y a la question de l'impérialisme qui sont là, la question des hégémonies, c'est normal qu'on développe le sentiment que notre identité est remise en question, que notre identité est moins bien, et que comme notre identité est moins bien, donc forcément il faut qu'on essaie de changer quelque chose. En tant que personne française, le cheminement n'était pas si simple que ça pour moi. Parce que je suis né en France, j'ai grandi au Mali, je suis venu en France pour les études, je suis allé dans d'autres pays, et donc j'ai toujours eu ces va-et-vient par rapport à la France, mais j'ai pas toujours eu le sentiment d'être français. Déjà, la question des papiers, c'est une question importante, parce que moi, mes parents ne voulaient pas que je sois français, parce qu'il y avait des questions de nationalité unique, et puis il y avait des questions aussi de patriotisme. Donc j'ai été malien, ouais, la plupart du temps dans ma vie. J'ai été français, disons plutôt que j'ai eu mes papiers français à l'âge de 21 ans, parce que je ne savais pas que j'étais français. Et c'est lorsque je suis parti à l'ambassade française pour avoir un visa, venir étudier en France, qu'on m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin, vous êtes français. Et je leur ai dit, non, c'est pas possible. J'ai toujours pris le visa avant pour venir en France et on m'a jamais dit ça. Et il s'avère que parce que j'étais né en France et que mes parents sont nés pendant la colonisation, j'étais français d'office et j'ai fait le parcours classique, école, préfecture, maison des étudiants, pour avoir à chaque fois le droit de rester en France une année de plus avec une carte de séjour. Et finalement, après quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête. Au lieu de faire ça, je suis français, pourquoi je ne demande pas mes papiers tout simplement? Ça m'enlèvera quelque chose au niveau administratif, ça m'enlèvera un certain poids. Mais dès lors que j'ai en pleine possession mes papiers français, je pense que je me suis retrouvé face à une dissonance cognitive aussi. Je pense que je me suis retrouvé face à cette idée, mais si tu te sens pas français, pourquoi tu as les papiers français? Pourquoi est-ce que sur la scène publique, tu dis que tu es français?
Et je me suis dit, non, il faut que les choses soient cohérentes pour moi. Si je suis français, je suis vraiment français, je dois me sentir comme français et je dois guerroyer aussi pour qu'on reconnaisse les personnes comme moi qui sont des personnes françaises et qui ont des origines multiples et qu'on ne laisse pas dire que on est juste français sur papier ou alors qu'on est français juste de manière utilitariste, mais que finalement on est français pleinement et que la France nous doit des choses aussi, d'autant plus que nos ancêtres ont lutté pour la France, que nos ancêtres ont fait partie d'un empire français, tout comme les personnes blanches en France, les personnes blanches qui ont 3, 4, 8 grands-parents, arrière-grands-parents français. Et je pense que là où mes études de psychologie m'ont vraiment aidé, c'est parce que j'ai fait de l'introspection. C'est pas directement les études, mais disons que les études m'ont ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Et lorsque j'ai commencé à faire un travail de psychothérapie, moi, en tant que patient, j'ai beaucoup questionné mes différentes identités, même au-delà de la question de la nationalité. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à forger la personne que je suis et à enlever certains doutes identitaires, certaines insécurités, certains complexes que je pouvais avoir. Et le fait d'avoir acquis du savoir, en plus par ailleurs, le fait d'avoir fait des études en relations internationales, en sciences politiques, c'est quelque chose qui m'a ouvert sur le reste du monde et qui m'a fait me dire, bon, finalement, c'est quoi la nationalité? C'est pas grand-chose. C'est une autre manière de diviser les êtres humains. C'est une manière de faire des hiérarchies aussi en termes de privilèges, ce dont on peut bénéficier ou pas. Et donc, si je crois au fait que l'humanité a des valeurs universelles, et que finalement la manière dont on est, l'endroit dont on est, c'est ce qui fait la différence entre nous, je dois me dire tout simplement, c'est mon rôle aussi de faire des égalités sur Terre, quelle que soit l'identité des gens. J'ai la nationalité malienne, j'ai la nationalité française et j'ai aussi la nationalité sénégalaise. Alors moi, je me sens vraiment comme citoyen de ces 3 pays et même au-delà de ces 3 pays. J'ai la nationalité sénégalaise parce que j'ai fait la demande de la nationalité sénégalaise parce que c'était important pour moi, parce que j'ai une grande partie de mes ancêtres qui sont venus du Sénégal, j'ai de la famille qui est au Sénégal et donc je sentais vraiment les attaches là. Et puis c'est une nationalité de la communauté ouest africaine, donc de la CEDEAO. Et c'était important pour moi d'avoir une nationalité d'un autre pays qui puisse me permettre de circuler librement, en sachant que j'ai de la famille dans beaucoup d'autres pays en Afrique de l'Ouest, et même pour m'être amusé à faire des analyses, des tests génétiques aussi, d'ADN, j'ai vu que j'avais de la famille jusqu'au Nigeria, au Cameroun, donc je ne crois pas à ces histoires de frontières-là. J'ai eu la possibilité d'avoir une autre nationalité, donc j'ai profité de cette opportunité-là, et de la même manière que j'ai de la solidarité, j'ai un sentiment de solidarité envers des personnes en France, envers des personnes au Sénégal, pareil au Mali aussi. Le sujet de la montée du racisme en France, moi c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne parce que je n'ai fondamentalement pas le choix dans ce pays, et ensuite qui m'a touché très personnellement récemment. Alors il y a encore un an, avril 2022, tous les Français doivent s'en souvenir, c'est la période des élections présidentielles. Premier tour, sur la ligne de départ, on retrouve les suspects classiques. Emmanuel Macron, qui est présumé au centre, Valérie Pécresse sur sa droite, encore sur cette droite, à l'extrême, Marine Le Pen, et tout au bout de cette droite, à l'extrême de l'extrême, Éric Zemmour notamment. Et je ne citerai pas les lutins encore plus barjots qu'Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon, le troublion de l'extrême gauche, qui lui fait contrepoids, mais c'est assez maigre. Et un après-midi, donc je quitte le boulot, je suis au boulevard Montparnasse. Comme d'habitude, je traverse le boulevard Montparnasse pour aller à la gare Montparnasse, et mon chemin me mène toujours au pied de la tour. Et là, il y a un jeune homme, il doit avoir 28, 29, 30 ans, peu importe. Moi, j'ai mes écouteurs, et il marmonne quelque chose. Que je semble avoir parfaitement compris, mais en fait, je suis tellement choqué et surpris que je dois enlever mes écouteurs et lui demander de répéter ce qu'il a dit. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Tu as très bien entendu, sale nègre ». Et là, je suis un peu désarçonné. Est-ce que je lui casse la gueule ou est-ce que je canalise?
Alors, comme vous êtes étranger en France, eh ben, vous réfléchissez avant de casser la gueule de quelqu'un, parce que si vous finissez en justice, vous le payez très 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 cher. C'est pas la même chose de commettre un délit en tant que Français et un délit en tant qu'étranger. Et donc la composante forcément est en tête, et même si vous venez de subir une insulte raciste, vous ne pouvez pas forcément vous défendre en tant qu'homme de la même manière que un Français l'aurait fait si son honneur avait été aussi violemment attaqué. Parce que les conséquences juridiques et administratives sont pas les mêmes. Et il faut toujours penser au futur et à l'après quand vous êtes étranger dans ce pays. C'est une charge mentale. Tous les jours. Alors de cet événement, oui, il y a la conscience de cette charge mentale, mais il y a ensuite une conscience du racisme au quotidien. Vous devenez parano, mais est-ce que vous êtes vraiment parano? Vous savez pas ce que les gens pensent véritablement quand ils vous font leurs blagues, quand ils disent d'Omar Sy que c'est un mauvais acteur. Vous savez pas si c'est parce que une représentation noire pour eux finalement c'est pas adéquat comme français. Mais ils vous le diront jamais parce qu'ils se cacheront toujours sous le prisme de l'humour. Et c'est un sujet qui est extrêmement important, la capacité d'une majorité à se cacher derrière ses vices par l'humour. Très extrêmement français. Et si vous n'adoptez pas ce caractère, on vous jette l'opprobre social. Vous devez mourir socialement. La courbe violente et la courbe civilisée ont toujours vocation à se rejoindre. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des deux parents de ma compagne. Il y en a un qui est fondamentalement plus violent dans son racisme et l'autre qui est plus insidieux, mais à la fin, le point de convergence est le même. Et vous devez constamment vous débattre face à ces différents types de racisme. Donc au quotidien, c'est une charge mentale. Vous êtes fondamentalement tout le temps sur vos gardes. Alors là, je parle pour moi, hein, mais je pense que fondamentalement, je suis pas le seul à être tout le temps sur mes gardes. Ensuite, la réaction des uns et des autres est très différente. Mais ça fait partie de ça, du quotidien, quand vous vivez le racisme et que vous constatez sa résurgence dans ce pays. Comme beaucoup de Noirs en France, plus jeune, j'ai idéalisé les États-Unis. C'est la seule représentation occidentale de Noirs qui réussissent et qui ont du poids. Partout. Politique, médias, divertissement, culture. Peu importe, c'est la seule culture noire en Occident qui a du poids. Alors, je vais rien inventer. La preuve en est, 2008, un président noir est élu à la tête de la première puissance mondiale qui est occidentale. Bon. Quand on part de ça, forcément, on a une fascination de ce pays parce qu'on se dit, mais c'est dingue, il y a un pays dans l'hémisphère nord où des Noirs ne sont pas perçus comme juste des rappeurs, des footballeurs et fondamentalement des faire-valoir. Donc vous y allez parce que c'est votre rêve et vous voyez par vous-même. Alors moi j'ai eu plein d'interactions. L'une qui a été les plus intéressantes, c'est dans un Uber. Alors à Washington DC, ils ont l'équivalent Uber, ça s'appelle Lyft, mais peu importe. Et là où en France, les Uber, c'est généralement Moussa, Mamadou, Mohamed et Karim, aux États-Unis, il s'appelle Lamarcus, il s'appelle Jay, il s'appelle Pedro, parce qu'ils sont soit noirs, soit latinos. Lamarcus vient nous récupérer, on est en face du Capitole, une journée pluvieuse, et on a visité un monument qui s'appelle le musée d'histoire et de la culture noire américaine. Et il nous demande, à ma compagne et à moi, qu'est-ce qu'on a pensé de ce musée. Il voit très bien qu'on n'est pas du coin, donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce musée. C'est un musée qui est sur 4 niveaux. Le premier niveau, vous allez pleurer, parce que le sujet, c'est la traite négrière, l'esclavage. Le deuxième niveau, vous allez être intrigué, parce qu'on vous met en face de vous des héros. Martin Luther King, Malcolm X, Aretha Franklin, sur différentes thématiques.
Le troisième niveau, vous allez être complètement émerveillé parce que là, c'est la glorification de tout ce que les Noirs américains ont pu apporter sur tous les pans de la société. Le sport, Michael Jordan, qui a une aile entièrement dédiée à lui. Mohamed Ali, une aile entièrement dédiée à lui. Mais aussi sur la partie militaire, qui est fondamentale dans ce pays. Et on va vous retracer l'histoire de Doris Miller, héros de Pearl Harbor, qui va avoir un porte-avions nommé à son nom. Les Américains, ils ont 13 porte-avions. Il y en a un qui sera nommé d'après un Noir américain. Et donc, vous êtes forcément fasciné par ça. Et donc, je raconte notre expérience, troisième niveau, où là, vous êtes un peu dans une espèce de melting pot. Vous avez tout l'aspect culturel, l'aspect musique, les voitures, le côté un peu trivial. Et fondamentalement, vous avez envie de danser. Donc, c'est un niveau qui vous propose toute l'expérience noire américaine en 4 niveaux. Évidemment que c'est plus complexe que ça, mais on peut le résumer ainsi. La douleur, la grandeur et la joie. Et donc, je lui raconte mon ressenti de ce musée. Et là, Marcus nous expose que lui, eh bien, il a été prof en Allemagne. Alors, les Américains, ils adorent faire ça. Vous leur dites d'où vous venez en Europe et ils vous disent qu'ils ont été là. Nous, on vient de Paris. Ah, trop bien. Moi, j'ai été prof à Berlin. Le rapport, il est inexistant, mais c'est pas grave, c'est un Américain. Il a été prof à Berlin et donc, lui, il a vécu un racisme très différent parce que pour lui, les Allemands n'étaient pas trop racistes. Je dis, ça me surprend pas vu d'où ils viennent sur le plan historique. Mais la conversation que je voulais avoir avec lui, c'était la différence entre la France et les États-Unis sur le rapport, et j'aime pas ce terme, mais des races. Alors en France, il faut s'assimiler. C'est l'assimilation ou la mort sociale. Aux États-Unis, vous pouvez très bien ne pas vous assimiler et vous épanouir socialement. Vous devez vous assimiler à la culture américaine qui est sur l'entrepreneuriat, l'idée d'un pays qui est basé sur la liberté individuelle. Mais si vous n'adhérez pas au fait d'être protestant, au fait d'être costard-cravate, vous pouvez très bien vous en sortir et être influent dans ce pays. En France, c'est beaucoup plus difficile, voire inacceptable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un racisme assez similaire à celui de la France. Hommes blancs qui réussissent et qui sont très contents de leur espace de domination. Mais le rapport est finalement très différent. Et ensuite, ce que la Marcus m'a dit, c'est que le drame des Noirs américains, c'est que au fond, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils savent qu'ils viennent d'un continent en particulier, mais ils peuvent pas dire qu'ils viennent de là ou de là. Et que ça, c'est le plus grand drame des Noirs américains. Combiné à l'esclavage et à l'asservissement, ça crée une communauté en proie à de graves troubles psychologiques, pour le coup. Mais comme c'est aussi, par fierté, une communauté qui ne consulte jamais de psy, bah, ils en parlent pas. C'est ce qu'il me disait. Ils n'en parlent pas. Et ça, c'est pas que les Noirs américains, c'est les Noirs tout court sur cette planète. Aller voir un psy, c'est très mal vu. Parce que le culte de la force, s'il y a bien une communauté qui l'a encore bien chevillé au corps, c'est les communautés noires. L'assimilation, forcément, c'est un poids psychologique. L'assimilation, c'est quelque chose qui non seulement se pose sur nos épaules, sur le corps entier, mais c'est quelque chose qui déchire aussi. L'assimilation, moi, je n'y crois pas. Je crois au fait que on peut coexister en respectant des règles communes. On peut coexister tant qu'il y a des universaux, mais on peut pas demander aux gens de renier ce qu'ils sont. Après, il y a des formes de métissage aussi qui se créent. Il y a des formes de mixité. Ensemble, on va vers les mêmes trajectoires. Il suffit d'être dans une ville comme Paris, d'être dans certains quartiers. On se rend compte que à quelques kilomètres les uns des autres, on est vraiment dans des cultures différentes, mais qu'il y a des cultures qui sont plus acceptantes et qu'il y a des cultures qui sont
beaucoup plus rigides, qui ne veulent pas accepter ce qui est nouveau. Et dans les endroits où la mixité arrive à sortir sa tête, je pense que ce sont des endroits dans lesquels on a justement on a envie de participer à la vie de la cité, on a envie de se dire c'est un pays dans lequel on est, on n'a pas envie de quitter ce pays-là. On compare beaucoup la France à d'autres pays occidentaux, mais moi je voudrais vraiment revenir encore sur des pays non occidentaux dans lesquels il y a beaucoup d'expérimentation. Et ce sont des pays souvent qui sont utilisés par l'extrême droite pour dire ah regardez dans ces pays-là l'assimilation ça fonctionne, eux ce sont des pays où il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec tous ces immigrés là, c'est parce qu'on impose aux gens. Et, je donne le cas du Japon qui est un pays où on parle d'harmonie, d'hégémonie, où la culture va vraiment dans ce sens-là. Mais au Japon on n'impose pas aux gens. On ne dit pas aux gens de se taire, on ne leur dit pas vous n'avez pas le droit de pratiquer du tout cette culture-là. Tout simplement les Japonais continuent à pratiquer leur culture. Ils ont une constitution qui permet plus ou moins de liberté par rapport à la religion, tant que c'est pas quelque chose qui dérange les autres. Et les communautés africaines que j'ai vues au Japon, elles se plaignaient pas comme elles se plaignent dans de nombreux pays occidentaux. Elles disent mais non, on va à la mosquée, pour les fêtes, on fait ce qu'on a à faire. Il y a une loi qui est là, on respecte cette loi-là. Et même, je dirais, si jamais c'est l'assimilation qui est la volonté de ces extrêmes droites, surtout dans les pays occidentaux, il y a des manières intelligentes de faire les choses. Si jamais le but, c'est vraiment de se dire, ces gens qui arrivent, on veut qu'ils respectent on veut qu'ils respectent les lois qu'il y a déjà chez nous, ben, tout simplement, donnez-leur l'envie d'appartenir à votre société, donnez-leur l'envie de faire des choses que vous faites, et au bout d'un moment, on va finir par se comprendre. Mais c'est pas avec le bâton qu'on va arriver à faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les manières qui sont utilisées de plus en plus, l'emploi du dévoilement des femmes, l'emploi de l'humiliation, l'emploi de la police comme arme, encore et toujours pour exercer la loi, c'est pas ce qui va faire que les gens s'assimileraient tant bien est-il que l'assimilation soit possible. Je pense que la France reste un pays libre lorsqu'on le compare à énormément d'autres pays, à des pays qui justement sont des théocraties. La France, c'est pas le Vatican. C'est pas l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite non plus. Et ça, ce sont vraiment des acquis qu'on a. La France a une tradition de police qui est répressive. Et à partir du moment où on a cette tradition de police-là, qui existe dans d'autres pays aussi, la police a même été employée pour faire du mal à des migrants, pour faire du mal à des Français. À l'époque de la colonisation, les communautés maghrébines qui étaient en France hexagonale ont énormément souffert du fait de la police. La police a été employée comme un outil depuis très longtemps pour les répressions. Et pas toujours pour les personnes racisées d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est un outil très problématique et je pense qu'il faut réformer. Mais lorsqu'on dévoile les femmes, lorsqu'on a de plus en plus toutes ces cérémonies d'humiliation, je dis que oui, la France atteint ses limites, mais est-ce que vraiment tout ça c'est dans la Constitution française ? C'est comme l'emploi de la laïcité. Je pense qu'il y a vraiment un emploi très vicieux, il y a une instrumentalisation de la laïcité pour faire du mal par les politiques. Et aujourd'hui, on est en train de changer les lois carrément. Et le fait qu'on change les lois fait que la France est en train de changer de tradition, à mon sens. Il faut demander aux gens dans les années 80 comment c'était. Il y a des luttes sur lesquelles on a avancé, il y a des luttes sur lesquelles on a vraiment reculé. Les luttes au niveau ethnique, au niveau communautaire, j'ai l'impression qu'on a pas mal reculé dessus. Mais en même temps, dans les rapports avec les pays autrefois colonisés, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer. Dès lors qu'il y a la reconnaissance, par exemple, des crimes de la colonisation, dès lors qu'on fait vraiment les tentatives d'équilibrer plus. Mais ça, c'est la géopolitique aussi qui le conditionne. Parce qu'aujourd'hui, ces pays ont des gouvernements, pour certains, qui sont capables de dire non, on peut pas accepter que ce soit comme ça. Sur les questions de genre, sur les questions de sexualité aussi, la France est en train de changer, est en train de devenir de plus en plus libre. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on perde foi totalement au fait que la France est un pays dans lequel, par la loi, on peut faire des changements. Et des changements négatifs sont en train de se faire, mais c'est pas une raison non plus pour se dire que c'est inéluctable. Déjà, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que la blanchité. Je pense qu'il y a des populations qui sont assimilées aux blancs, mais qui ne se vivent pas de cette manière-là, ou alors qui ont un passé d'avoir été victimisées, qui fait que elles remettent en question aussi la blanchité. Je prends par exemple le cas des communautés juives, où on peut se dire que c'est quelque chose d'ethno-racial, d'ethno-religieux. Il y a vraiment différentes manières de voir ça, mais on a tendance à mettre ensemble tous les blancs
ou à se dire oui, tous les blancs doivent se sentir de la même manière, sont de la même majorité en France, mais il y a des personnes qui sont d'origine polonaise, il y a des personnes qui font du white passing, qui passent pour blanches, mais par exemple qui sont d'origine rome, et toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui remettent aussi en question les suprématies qui peuvent y avoir. Et pour les personnes qui sont de manière plus visible, des personnes racisées, qui sont des personnes non blanches de manière plus visible, il y a quand même une question qui se pose de est-ce qu'un jour ce pays va m'accepter? Est-ce que ce que je sens de plus en plus comme climat, c'est quelque chose qui va se résorber? Récemment, j'ai eu affaire à une situation où une personne parlait du fait de faire l'hijra, de faire l'hégire, donc de quitter un territoire où sa religion musulmane ne pouvait pas être acceptée pour aller vivre dans des pays avec des lois islamiques. Et pour moi, c'est vraiment une défaite du système actuel en France qu'une personne soit réduite à devoir faire ça. Parce que cette personne a eu le sentiment que sa religion était méprisée en France, que sa religion ne pouvait pas être exercée en France comme il fallait, qu'il fallait donc aller dans des pays avec des formes de religion plus maximalistes, alors que c'est pas une personne qui a grandi nécessairement qui a grandi dans ce genre de société, qui a grandi dans une société bien plus ouverte. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi aller dans une société qui est plus fermée en termes de liberté plutôt que de rester dans un pays comme la France. Moi, je pense que la France est un pays ouvert au niveau des libertés, au niveau de la religion. Je pense qu'en France, personne ne nous dit ne priez pas, personne ne nous dit non plus ne soyez pas musulmans, mais il y a des manières très insidieuses de faire comprendre aux gens qui ne sont pas chez eux. Or, ils sont chez eux. Et vraiment, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je crois totalement au fait que on est chez nous ici en France. Il faut qu'on vote. Il faut qu'on fasse partie de la vie sociale, de la vie politique et qu'on s'approprie la manière d'être français et qu'on change l'identité française monolithique telle qu'elle est perçue par certaines franges de la population et que finalement, on accepte que la France est un pays qui change, c'est un pays qui est en mouvement. Ça me fait toujours rire lorsque j'entends le terme, enfin ça me fait rire, mais c'est pas très plaisant non plus lorsqu'on parle du terme grand remplacement. C'est pas plaisant dans le sens où souvent c'est utilisé pour dire que les autres cultures sont des cultures barbares, des cultures qui vont envahir, qu'il y aura un remplacement d'une culture appelée la culture judéo-chrétienne. Ce en quoi je ne crois pas, du fait que la culture chrétienne, la civilisation chrétienne a eu tellement dans le passé a tellement opprimé les cultures juives, les personnes d'origine juive aussi, et le fait que les lois ne sont pas pareilles non plus entre les différentes formes de christianisme et le judaïsme. Et donc, je dirais que cette question de grand remplacement, il faut la voir autrement. Il faut se dire que il y a une mixité qui va se créer. De plus en plus, des communautés migrantes vont avoir des enfants. Il y a un facteur démographique tout simplement. La France aura besoin sans doute de faire appel à des personnes qui viennent d'autres pays. Et toutes ces personnes viendront en France. Et ce ne sera pas que des personnes racisées. Beaucoup de gens sont venus d'Ukraine, beaucoup de gens sont venus d'Italie, d'Espagne avant tout ça. Et donc tout ça, c'est entré dans ce que c'est que l'identité française. Et il suffit de parler aux Français. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu ce sondage sur le plat préféré des Français, et ça fait un peu partie des mythes, des légendes urbaines, de dire aujourd'hui, ah ben le couscous, ça fait partie des plats préférés des Français. Ça, c'est quelque chose qui est né de la colonisation. On peut pas refaire le passé, on peut pas faire comme si la colonisation n'avait pas existé, pour le meilleur ou le pire. Ce qu'on peut dire, c'est que la colonisation a été une entreprise brutale, une entreprise dans laquelle des populations étaient subjuguées. On a tenté d'effacer leur culture aussi, ou des fois, on a vraiment tenté d'effacer en tant que peuple ces communautés qui existaient. Mais aujourd'hui, on a vocation à être dans un monde post-colonial. Ça ne veut pas dire qu'on est de facto dans un monde post-colonial, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit créer un monde où les êtres humains peuvent être égaux, accepter que la colonisation s'est passée, qu'il y a des excuses qu'on peut présenter, c'est pas un signe de faiblesse de la part d'un État, et qu'en plus de ça, on peut aussi recevoir ces excuses-là et se dire, ces personnes avec qui on cohabite, ce sont des personnes avec qui on peut créer une société nouvelle. Si les Européens ont pu accepter, parmi eux, même si je dis accepter, je mets des grands guillemets parce que pour moi, la France est toujours un pays avec un lien très problématique à l'antisémitisme. Si on a accepté que des Juifs qui étaient traités comme vraiment une sous-race, qui étaient traités comme des moins que rien, qui beaucoup devaient vivre dans des villages éloignés, dans des shtetl un peu partout en Europe centrale, Europe de l'Est, avoir aussi des relations avec l'État d'Israël aujourd'hui, c'est qu'on peut y arriver
on peut arriver à traiter les personnes qu'on a dominées en Afrique, qu'on a dominées dans les Amériques, en Asie, un peu partout, comme des personnes qui sont au même rang que nous. Et on ne devrait pas passer par les épreuves qu'on est en train de passer aujourd'hui, le racisme, l'islamophobie, etc. On ne devrait pas avoir à vivre certaines choses, nous, les personnes qui sont descendantes de colonisés, pour en arriver là. La force, elle peut être exercée par les urnes, elle peut être exercée. Il y a vraiment, lorsqu'on entend des discours politiques qui disent « Ah oui, mais les extrêmes, c'est pareil, l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. » Je ne pense pas qu'on puisse mettre à égalité ces deux extrêmes, mais au-delà de ça, je dirais aussi que c'est vécu en tout cas comme de la violence, l'extrême gauche comme l'extrême droite. Donc, ce sont des manières d'exercer de la force, de ne pas laisser le choix, mais c'est encadré par la République, c'est encadré par la Constitution. Donc, il y a de la force qui est possible sans que ce soit de la force qui s'oppose à un État, qui veuille la destruction d'un État. Et c'est à nous de saisir cette force-là. Et même lorsque je prends le cas des communautés juives, c'est parce qu'il y a eu un grand travail derrière. Il y a eu un travail culturel, un travail de soft power qui ne s'est pas fait avec de la force brute, avec de la force physique, mais qui s'est fait avec au niveau diplomatique, qui s'est fait au niveau artistique, qui s'est fait au niveau politique aussi. Et ça, c'est quelque chose qui veut dire que nous, les personnes racisées, issues de la colonisation, on ne doit pas se laisser aller. On doit justement pouvoir s'unir autour d'universaux qui fonctionnent aussi pour les Français blancs, ne pas être dans des logiques de confrontation tout le temps, mais être dans des logiques de revendication. Et ça, c'est vraiment important. On peut très bien dénoncer le racisme, on peut dénoncer les inégalités sociales, sans pour autant qu'on se dise c'est les blancs contre les autres.